Bonjour, voici une nouvelle d'Ambrose Bierce, La chose maudite. On ne mange pas toujours ce qui se trouve sur la table. La lueur d'une bougie, placée au bord d'une table rustique, un homme était plongé dans la lecture d'un livre. Un vieux livre très abîmé. Apparemment, le texte n'en devait pas être facilement lisible, car pour mieux le déchiffrer, l'homme le rapprochait parfois de la bougie. L'ombre du livre obscurcissait alors la moitié de la pièce, rendant indistincts la plupart des silhouettes et des visages. Car outre le lecteur, 8 autres personnages étaient présents. 7 d'entre eux, silencieux et immobiles, étaient assis sur des troncs d'arbres. La pièce était exiguë. Ces hommes se trouvaient tout près de la table. En étendant le bras, chacun d'eux aurait pu toucher le 8e qui y était étendu sur le dos, le corps partiellement recouvert d'un drap, les bras collés le long du buste. Il était mort. L'homme au livre ne lisait pas tout haut et personne ne parlait. Chacun semblait attendre que quelque chose survient. Seul le mort n'attendait rien. Perçant les ténèbres qui enveloppaient l'extérieur et traversant l'espace vide qui tenait lieu de fenêtre, arrivaient les bruits du désert sauvage. La plainte lugubre d'un coyote dans le lointain, le chant nocturne des insectes dans les buissons, les cris étranges des oiseaux de nuit, si différents de ceux des oiseaux diurnes, le bourdonnement des lourds coléoptères et les chœurs mystérieux composés par tous ces petits appels que l'on croit toujours n'avoir entendus qu'à moitié lorsqu'ils cessent brusquement, comme s'ils étaient conscients de leur importunité. Mais aucun de ces détails ne frappait les assistants. Ceux-ci ne portaient nul intérêt à un sujet dénué pour eux d'importance pratique. Cette indifférence était nettement visible sur leurs visages renfrognés, mis en relief de temps en autre par la faible lueur de l'unique bougie qui éclairait cette scène. C'étaient de toute évidence des ruraux, des fermiers et des bûcherons. Celui qui lisait était assez différent des autres. On aurait pu dire qu'il appartenait à un monde choisi, bien que sa tenue attestât une certaine analogie avec les hommes qui l'entouraient. Ses vêtements n'auraient certainement pas réuni tous les suffrages à San Francisco. Ses bottes ne provenaient pas de la ville et le chapeau qu'il avait posé sur le sol, car lui seul était tête nue, se trouvait dans un tel état qu'il n'aurait pu en aucune façon être considéré comme un quelconque ornement vestimentaire. Cependant, son visage conservait une expression engageante, avec une pointe de sévérité, qu'il jugeait bon sans doute de cultiver pour la sortir à ses fonctions, car il était coroner. Cette qualité l'avait désigné pour entrer en possession du livre qu'il était en train de lire. Il l'avait trouvé dans les affaires du mort, dans cette cabane où l'enquête allait se dérouler. Quand il eut terminé sa lecture, il glissa le volume dans une des poches de sa veste. Au même moment, la porte s'ouvrit et un jeune homme fit son apparition. Ce n'était pas un natif de la montagne. De prime abord, son apparente éducation faisait de lui un citadin. Ses vêtements étaient couverts de poussière comme s'il revenait d'un long voyage. En fait, il venait de faire galoper son cheval à bride abattue afin d'être présent à l'enquête. Personne ne le salua, mais le coroner l'accueillit d'un signe de tête. Nous vous attendions, dit-il. Il est nécessaire que cette affaire soit terminée avant l'aube. Le jeune homme sourit. Je suis désolé de vous avoir fait attendre, répondit-il. Je m'étais absenté, non pour éviter de répondre à votre convocation, mais pour envoyer à mon journal un article sur cette histoire. Je suppose que vous désirez m'entendre, vous la relater de vive voix. Le coroner esquissa à son tour un léger sourire. L'article destiné à votre journal diffère probablement du récit que vous allez me faire sous la faute du serment. Il vous plaît de le croire, répliqua l'autre, visiblement énervé et rouge de colère. J'ai sur moi un double de mon article. Je n'ai pas raconté l'affaire comme une histoire authentique, car elle est incroyable, mais comme un récit de pure fiction. Elle n'en sera pas moins identique à mon témoignage sous serment. Mais vous venez de dire qu'elle était incroyable. Cela ne doit pas vous frapper, monsieur, si je juge qu'elle est vraie. Le coroner demeura silencieux pendant un instant, les yeux fixés sur le sol. Les hommes qui se trouvaient dans la cabane se mirent à parler à voix basse, sans cesser de regarder le cadavre. Bientôt l'officier de justice releva la tête et annonça « Nous allons reprendre l'enquête.
Les hommes enlevèrent leurs chapeaux. Le témoin prêta serment. Quel est votre nom? William Harker. Quel âge? 27 ans. Vous connaissiez le défunt, Hugh Morgan? Oui. Vous étiez avec lui quand il est mort, à quelques pas de lui. Vous pouvez justifier votre présence à ses côtés, je suppose. J'étais venu lui rendre visite et je l'accompagnais à la chasse et à la pêche. J'avais aussi l'intention d'étudier la vie de ce garçon qui me paraissait étrange dans sa solitude. Il m'avait semblé constituer un excellent modèle pour la création d'un personnage imaginaire. Quelquefois j'écris des contes. J'en lis quelquefois aussi. Merci. Des contes en général, oui, pas les vôtres. Quelques jurés éclatèrent de rire. Sur un arrière-plan très obscur, l'humour peut parfois faire jaillir la lumière. Dans les intervalles d'une bataille, des soldats sont capables de plaisanter sans fanfaronnade. Et une boutade improvisée dans la chambre d'un mort peut dérider les assistants par surprise. Voulez-vous me relater les circonstances qui ont entouré la mort de cet homme? Continua le coroner. Vous pouvez utiliser vos notes si vous le désirez. Le témoin comprit. Tirant un manuscrit de sa poche, il se rapprocha de la bougie, et après avoir tourné quelques feuillets pour retrouver le passage recherché, il commença à lire. Ce qui peut arriver dans un champ de folle avoine. Le soleil venait à peine de se lever quand nous quittâmes la maison. Nous allions chasser la caille. Chacun de nous avait un fusil, mais nous ne disposions que d'un seul chien. Morgan déclara que le meilleur terrain se trouvait au-delà d'une crête qu'il me désigna du doigt. Nous la traversâmes en suivant une piste à travers le chaparral. De l'autre côté s'étendait un champ couvert de folle avoine. Lorsque nous émergeâmes du chaparral, Morgan se trouvait à quelques yards devant moi. Soudain, nous entendîmes à une petite distance sur notre droite un bruit insolite. Comme si quelque animal cherchait à se frayer un passage dans les fourrés, car ceux-ci remuaient violemment. Nous avons peut-être levé un chevreuil, dis-je. J'aurais dû emporter un fusil de gros calibre. Morgan, qui s'était arrêté et portait toute son attention sur le chaparral agité, ne répondit pas. Mais il arma son fusil et se tint prêt à tirer. Je le trouvais passablement énervé et j'en fus surpris car il avait la réputation d'un homme doué d'un sang-froid exceptionnel, même lorsqu'il se trouvait en face d'un grave danger. Oh voyons, lui dis-je, vous n'allez pas tirer un chevreuil avec du petit plomb. Il ne broncha pas. Regardant son visage alors qu'il venait de le tourner vers moi, je fus frappé par l'intensité de son expression. Je compris à ce moment que nous nous trouvions en présence d'une affaire sérieuse, et ma première idée fut que nous avions débusqué un ours. J'avançai du côté de Morgan et armai mon fusil tout en marchant. Les fourrés ne remuaient plus et les bruits avaient cessé. Mais Morgan continuait à surveiller l'endroit avec la même application. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que cela peut bien être? Demandai-je. Cette chose maudite, répondit-il sans tourner la tête. Sa voix était devenue rauque. Il tremblait. J'allais continuer à le questionner lorsque je remarquai que la folle avoine, qui croissait à proximité de notre poste d'observation, s'agitait de façon tout à fait inexplicable. Je ne puis honnêtement décrire cette oscillation. On aurait dit que le vent ne se contentait pas de courber la plante, mais la pressait si violemment qu'elle ne parvenait plus à se redresser. Et ce mouvement se déplaçait lentement dans notre direction. Rien dans ce que j'avais déjà vu ne m'avait impressionné aussi fortement que ce phénomène inhabituel. Inexplicable. Il ne provoqua cependant en moi nulle sensation de frayeur. Je me rappelais un fait, et je le relate à présent, c'est qu'avec le recul, le souvenir devient plus précis. Un jour, en regardant par une fenêtre ouverte, je me suis mépris sur l'importance d'un petit arbre tout proche. Je l'avais pris pour un autre beaucoup plus grand qui se trouvait à quelque distance de là. Cependant, le petit arbre ressortait distinctement de la masse des autres et ne s'harmonisait pas avec eux. Ce n'avait été, de ma part, qu'une simple déformation de la loi de la perspective aérienne, mais j'en fus troublé, je dirais même terrifié. Nous avons tellement l'habitude de suivre le déroulement régulier des lois naturelles et familières que la moindre modification de l'une d'elles suffit pour nous faire croire à une menace pour notre sécurité ou à l'annonce d'une calamité. C'est pourquoi ce mouvement sans cause apparente, qui semblait se diriger vers nous à travers la folle avoine et les herbages, me paraissait inquiétant. Mon compagnon semblait épouvanté, et j'eus peine à en croire à mes yeux lorsque je le vis soudain,
épauler son fusil et faire feu sur l'herbe mouvante. Avant que la fumée se soit dissipée, j'entendis un cri féroce, comme l'hurlement d'une bête sauvage, et j'aperçus Morgan qui avait jeté son arme sur le sol. Il s'enfuyait précipitamment. Au même moment, je fus brutalement plaqué par terre. Quelque chose de mou et de lourd s'était lancé sur moi avec une violence inouïe. Avant que j'aie pu me relever et ramasser mon fusil, j'entendis Morgan gémir comme s'il entrait en agonie. À ces plaintes lamentables se mêlaient des grognements féroces, pareils à des abois de chiens en train de se déchirer. Stupéfié, je tentais de me redresser et je regardais dans la direction prise par mon ami. Veuille le ciel, dans sa miséricorde, m'épargner à l'avenir la vue d'un semblable spectacle. À moins d'une trentaine de yards, Morgan était agenouillé, la tête rejetée en arrière, décoiffé, ses longs cheveux en désordre et tout son corps agité de furieux soubresauts allant d'avant en arrière. Son bras droit était levé et semblait ne plus avoir de main, mais j'avoue que je voyais mal. L'autre bras était invisible. Sur le moment, et pour autant que ma mémoire puisse reconstituer cette scène extraordinaire, je ne parvenais même plus à distinguer son corps, comme si une partie en avait été plongée dans le brouillard. Je ne trouve pas d'autre expression pour définir cette vision. Puis un changement de position me permit de le voir entièrement de nouveau. Tout cela avait dû se dérouler en quelques secondes. Mais dans ce laps de temps, Morgan avait pris toutes les attitudes d'un lutteur terrassé par un adversaire plus lourd et plus fort. Je ne vis que lui, et encore, pas très distinctement. Durant toute la scène, ses cris et ses jurons n'avaient pas cessé et m'enveloppaient d'une profusion de vociférations furieuses comme je n'en avais jamais entendu proférer par un homme ou par un animal sauvage. Pendant un instant, je demeurais irrésolu. Puis je lâchai mon fusil et me précipitai au secours de mon ami. J'avais la vague impression qu'il était en proie à une crise d'épilepsie. Avant que je l'eusse atteint, il retomba par terre et ne bougea plus. Tous les bruits avaient cessé, mais je fus repris par une terreur encore plus forte que précédemment quand je vis la mystérieuse ondulation de l'avoine se renouveler à partir de l'endroit où Morgan était tombé, non loin de la lisière du bois. Ce ne fut que lorsque ce mouvement atteignit les arbres que j'eus le courage de tourner les yeux et de regarder mon compagnon. Il était mort. Même nu, un homme peut être en lambeaux. Le coroner se leva et alla se placer près du mort. Il souleva un coin du drap et le rejeta de côté pour découvrir le corps qui était entièrement nu et prenait à la lumière de la bougie une teinte jaune argile. Des taches d'un bleu noir maculaient sa peau. Elles semblaient produites par du sang séché. La poitrine et les côtes avaient sans doute été frappées par une matraque. Elles étaient lacérées et la peau déchiquetée pendait en lambeaux. Le coroner contourna la table et détacha un mouchoir de soie passé sous le menton et noué sur le sommet de la tête du mort. Quand le mouchoir fut enlevé, on put voir ce qu'il avait été la gorge. Quelques-uns des jurés qui s'étaient levés pour mieux voir regrettèrent leur curiosité et se détournèrent. Le témoin Harker se dirigea vers la fenêtre ouverte et se pencha au dehors. Il était sur le point de s'évanouir. Replaçant le mouchoir sur la tête du cadavre, le coroner se rendit alors dans un des coins de la pièce où une pile de vêtements était entassée. Il les prit les uns après les autres et procéda à leur examen. Ils étaient tous en loques et durcis par le sang coagulé. Les jurés semblaient s'en désintéresser. À vrai dire, ils avaient déjà vu ces hardes. La seule chose nouvelle pour eux était le témoignage de Harker. Messieurs, dit le coroner, je pense que nous ne possédons pas d'autres indices. Votre devoir vous a été exposé. Si vous n'avez pas de questions à poser, vous pouvez vous retirer pour délibérer avant de rendre votre verdict. Le premier juré se leva. C'était un gros homme barbu, dans la soixantaine, à l'allure assez lourde. Je voudrais poser une question, monsieur le coroner, dit-il. De quel asile de fous le témoin s'est-il échappé? Gravement et tranquillement, le coroner répéta. Monsieur Harker, de quel asile de fous vous êtes-vous échappé? Harker rougit une nouvelle fois, mais ne répondit rien.
et les 7 jurés se retirèrent avec solennité. Quand vous aurez fini de m'insulter, monsieur, dit Harker, dès qu'il se trouva seul avec l'officier de justice et le mort, je suppose que je pourrais m'en aller. Oui. Harker fit un mouvement pour sortir, mais, la main sur la poignée de la porte, il s'arrêta. La conscience professionnelle était ancrée en lui, et plus forte que le sentiment de sa dignité personnelle. Il fit demi-tour et dit « Dans le livre que vous lisiez, j'ai reconnu le journal de Morgan. Il semblait vous intéresser énormément. J'ai vu que vous continuiez à le lire pendant ma déposition. Puis-je le voir? Mes lecteurs aimeraient certainement. » Le livre n'a aucun rapport avec cette affaire, interrompit l'officier, en plaçant de nouveau l'ouvrage dans sa poche. Tout ce qui s'y trouve relaté est antérieur à la mort de Morgan. Tandis que le journaliste sortait de la maisonnette, les jurés la réintégraient. Ils se rangèrent autour de la table sur laquelle le linceul qui recouvrait le corps traçait un contour nettement dessiné. Le premier juré s'assit près de la bougie et sortit de sa poche un crayon et un morceau de papier. Il écrivit laborieusement le verdict suivant et tous le signèrent, avec différents degrés, dans l'effort calligraphique. Nous, jurés, estimons que la mort a été provoquée par un lion de montagne, mais certains d'entre nous pensent néanmoins qu'elle est due à une attaque d'apoplexie. Une explication qui vient de la tombe. Dans le journal de feu Hugh Morgan figurent quelques passages très intéressants qui peuvent présenter une valeur scientifique. Au cours de l'enquête menée depuis la découverte du corps, l'existence de ce livre n'a pas été signalée. Il est possible que le coroner n'ait pas jugé utile d'en faire état, afin de ne pas jeter la confusion dans l'esprit du jury. La date du premier de cette mémoire n'est pas mentionnée. Le haut de la page a été arraché. La partie restante expose ce qui suit. Courait en demi-cercle en gardant la tête tournée vers le centre. Puis il s'arrêtait de nouveau en aboyant furieusement. À la fin, il se lança à toute allure vers les fourrés. Je crus d'abord qu'il était devenu fou, mais rentré à la maison, je ne constatai aucune anomalie dans son comportement, et n'y trouvai que la crainte de recevoir une correction. Un chien peut-il voir avec son nez? Les odeurs impriment-elles sur un de ses centres cérébraux l'image de la chose qui les a répandues? 2 septembre. Observant les étoiles la nuit dernière, alors qu'elles s'élevaient au-dessus de la crête à l'est de la maison, je les voyais disparaître de gauche à droite. Chacune d'elles s'éclipsait au bout d'un instant, et toutes celles qui se trouvaient le plus près de l'horizon se soustrayaient successivement à la vue. On aurait dit que quelque chose venait s'intercaler entre elle et moi. Cependant, je ne distinguais rien. Les étoiles n'étaient pas assez brillantes et je ne parvenais pas à les discerner nettement. Je n'aime pas du tout cela. Ici, la relation s'interrompt pour quelques semaines. 3 pages manquent au livre. 27 septembre. La chose est revenue. Je trouve tous les jours des marques de son passage. La nuit dernière, je me suis mis à l'affût au même endroit. J'avais armé mon fusil chargé de gros plomb. Au matin, je découvris de nouvelles empreintes, comme la première fois. Pourtant, je puis jurer que je n'ai pas rêvé. À vrai dire, je ne dors presque plus. Cela devient terrible, insupportable. Si ces faits stupéfiants sont réels, je crains de devenir fou. S'ils sont issus de mon imagination, c'est que j'ai déjà perdu la raison. 3 octobre. Non, je ne m'en irai pas. Cette chose ne me forcera pas à m'en aller. Non, ici, c'est ma maison, ma contrée. Dieu déteste les lâches. 5 octobre. Je n'y tiens plus. J'ai invité Harker à passer quelques semaines avec moi. Il a les nerfs solides. Je pourrais juger d'après son attitude s'il me croit fou. 7 octobre. J'ai la solution du mystère. Je l'ai trouvée la nuit dernière. Ce fut une révélation soudaine. Combien simple, terriblement simple. Il y a des sons que nous ne percevons pas. À chaque extrémité de la gamme existent des notes qui ne font vibrer aucune corde de cet instrument imparfait, l'oreille humaine. Ces notes sont trop hautes ou trop basses. J'ai déjà observé des bandes de corbeaux perchés sur le sommet de différents arbres et qui croissaient à plein gosier. Soudain, exactement au même instant, ces oiseaux s'envolent.
Comment est-il possible qu'ils partent simultanément? Ils ne peuvent pas se voir puisqu'ils sont séparés par la cime des arbres. Un chef de groupe ne peut se rendre visible par toute la bande et à tous les endroits à la fois. Il faut donc qu'un signal leur soit donné, assez haut pour dominer les bruits de la forêt, mais qui restera inaudible pour moi. J'ai remarqué la même simultanéité dans l'envol silencieux d'autres oiseaux, tels les cailles, par exemple, qui, bien que séparés par une colline, partent en même temps de deux versants opposés. Des marins ont vu des dauphins qui s'ébattaient à la surface de l'océan et se trouvaient à plusieurs milles les uns des autres, séparés visuellement par la convexité de la Terre. Or, les cétacés plongeaient tout à coup et disparaissaient dans les eaux exactement au même moment. Un avertissement avait dû leur être donné, trop grave pour être entendu par les marins, se trouvant sur le pont du bateau, mais les vibrations de ce signal pouvaient être perçues à l'intérieur du navire. Comme les notes basses d'un orgue se répercutent sur les pierres d'une cathédrale. Un phénomène identique se produit pour les couleurs. À chaque extrémité du spectre solaire, on peut détecter la présence de radiations connues sous le nom de rayons actiniques. Ce sont des rayons qui représentent les couleurs. Les couleurs intégrales composant la lumière. Mais, mais que nous ne pouvons pas discerner. L'œil humain est lui aussi un instrument imparfait. Il ne dispose que de quelques octaves de la gamme chromatique. Je ne suis pas fou. Il y a des couleurs que nous ne voyons pas. Et Dieu me vienne en aide. Cette chose maudite est pareille à l'une de ces couleurs.